Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Jérémy, Fred et moi. Oui. Salut. Mais nous ne sommes que 3. Mais il y a Jean-Guil. Ah, il y a de l'espace. Regarde, il y a de l'espace, on peut bien bouger nos bras. Là, je me sens Star Wars The Mandalorian et Grogu est en salle et on l'a. pas vu. Bon, parce que j'en ai rien à faire personnellement. Cannes est en feu en ce moment et... On n'y est pas. Mais on est quand même allé voir des films. Et mine de rien, la proposition cinéma de ces 2 dernières semaines est variée et très exaltante, puisque au programme Obsession, le film d'horreur qui est en train de cartonner en ce moment, Junk World, la suite de l'excellent Junkhead en animation stop motion, et Histoire parallèle, le retour de Asghar Farhadi, avec un casting de rêve. Et pour conclure l'émission, le Joker a été confié À Owen, enfin. Enfin, il l'a. moi. Enfin. Et il y aura une autre rubrique également. Bref, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. En voilà un succès qui a surpris tout le monde puisqu'avec son budget assez short et son succès inattendu, Obsession est en train de se trouver une place dans les films avec le meilleur retour sur investissement. Avec une idée originale de Curry Barker, il est déjà parti pour devenir un nouveau nom du cinéma d'horreur américain chez Blumhouse. Exauce un vœu. Tu peux en faire qu'un seul. Je souhaite que Nicky Freeman m'aime plus que tout au monde. Je t'aime tellement fort. Et si vous pouviez réaliser votre rêve le plus fou? Un jeune introverti met la main sur un objet magique capable d'exaucer n'importe quel souhait. Son crush de toujours tombe alors raide dingue de lui, jusqu'à l'obsession la plus totale. Faites attention à ce que vous souhaitez. J'ai plutôt apprécié le film. Je trouvais que c'était génial. J'ai passé un super bon moment. Je trouve que on l'appelle maintenant la Nikki Freaky. C'est un personnage qui va énormément marquer le cinéma. C'est une actrice qui va énormément percer. Avec ce film, je sens que ça va vraiment exploser, quoi. J'ai vraiment adoré. J'ai passé ma séance avec Bassem, je parle de lui puisqu'il a beaucoup été invité chez DCP, qui Bassem a détesté. Ouais, j'ai vu sa note. C'est un vrai. Non, lui, il lui faut juste du Ridley Scott ou du comment ça s'appelle, Abel Serra, Ouais. Ferra. Ouais, bon, bref. Mais non, mais j'ai trouvé ça trop bien. Vraiment, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Vas-y, Jérém. Un chouille déçu. Ah. Quand même, parce que peut-être que j'en attendais trop. Hein, c'est le but. Enfin, c'est un peu la tare quand t'attends un film, potentiellement. C'est d'en attendre trop et qu'au final tu sois déçu. C'est un peu ce qui s'est passé parce que je m'attendais à ce que ce soit. Bah, tu l'as attendu un peu à la Substance, maintenant que j'y pense. Ah ouais. Il y avait un peu ce même... Ouais, Effervescence. j'avais envie que ça soit un grand film. Vraiment type The Substance. J'ai pas autant été émerveillé et époustouflé que par The Substance, par Obsession, bien que il faut quand même rendre à Curry Barker ce qu'il y a à Curry Barker, c'est que c'est quand même très bien réalisé, c'est que c'est une bonne idée qui est quand même portée jusqu'au bout, et que je sais pas comment tu dis le nom de l'actrice, merde. Inde Navarrete. Inde Navarrete. Inde Navarrete, qui pour moi, et je pose ça direct, c'est top 3 de la performance de la décennie pour moi déjà. Mais je trouve que tu compares ça à The Substance, mais en fait, je pense que c'est un peu l'opposé. C'est un film qui est très économique dans ses moyens. Je pense qu'on peut pas le comparer à The Substance, qui est l'inverse. The Substance, ça va beaucoup plus loin. Mais c'est ce que j'aime, du coup, c'est que avec le peu de choses qu'a Curry Barker dans sa mise en scène, il sait que peu peut très bien faire peur. Moi, je pense surtout, on y reviendra sur tout ce qui est effets spéciaux. Lui, il aime beaucoup en fait plonger le visage de Nicky dans l'ombre, dans la pénombre, dans l'obscurité, et il y a plein de choses qui sont jouées avec le fait qu'on voit pas forcément bien son visage, c'est génial, quoi. C'est juste dans l'attente que j'avais du film qu'Owen faisait la comparaison. D'accord. Tu vois, je ne comparerai pas les deux cinématographiquement, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a pas de souci là-dessus. C'est juste que j'étais un tout petit peu déçu. Et Bah du oui. coup, il y a un peu ce côté, comme on vient de voir tous les trois Milk and Serial, je pense que ce qui est cool d'avoir pris Curry Barker, c'est que lui, il sait très bien faire un film avec très peu de moyens, et ça montre très bien que avec très peu de moyens, tu peux faire quelque chose de fou, quoi. Et moi, j'ai toujours pas donné mon avis. Oui, à toi, oui. Parce que, en vrai, Jérém, moi, il était hype sur Obsession, mais moi, j'étais un peu en mode, je m'en fous. Et quand j'ai commencé à voir que vous aviez vraiment bien aimé, j'ai commencé à me dire, bah vas-y, let's go, tu vois. Et du coup, bah, quand je suis sorti du film, j'étais peut-être pas comme un dingue, mais je me suis dit, c'est vraiment très très bien, tu vois. Et je vois vos notes et je me dis, ah ouais, Non, bah, j'ai mis quoi, 3 ou 4 ouais, 3,5 sur 5. Bah, c'est très bien, 3,5 sur C'est 5. pas mal quand même. Bah, moi j'ai mis un 4 sur 5 et en vrai, j'ai hésité, tu vois, je me suis dit, est-ce que je l'ai autant aimé que ça? Mais si, je l'ai autant aimé que ça, parce que je trouve que bah, c'est vraiment très bien dans le sens où, comme tu dis, économie de moyens, parce que finalement, des effets gore et des effets d'horreur purs,
il n'y en a pas trop en fait. C'est vraiment un film que n'importe qui pourrait filmer. Parce que finalement, de l'horreur pure, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'inconfort qui crée ce film. Et c'est un équilibre qui est assez oufissime entre un inconfort de cringe, un inconfort que tu as par rapport à un mec qui a un crush et qui sait pas du tout ouvrir son cœur à quelqu'un, et l'inconfort de l'horreur. Et le film balance... En fait, c'est de l'inconfort de l'humour et de l'inconfort de l'horreur, et tu sais jamais si tu dois rire ou avoir peur. Et c'est toujours bien mené, je trouve. Mais c'est ça qui est génial, je trouve. Hein, et je crois qu'on en a déjà parlé quand on parlait de films d'horreur. C'est que pour moi, les films d'horreur qui marquent le plus, c'est ceux où c'est tellement dérangeant, c'est tellement flippant que ça en devient drôle. Et c'est vrai que pendant la séance, moi, j'étais mort de rire et en même temps, effrayé par ce personnage qui est Nikki, quoi. Moi, je savais pas si je me tortillais de rire ou de demander qu'est-ce qui se passe ? C'est de l'angoisse pure et ça fonctionne super bien. Je trouve que c'est super bien maîtrisé. Et plein de petits exemples. Le côté un peu, vous voyez... Le fait que Nikki, à un moment, comment elle se déplace dans... Et il y a une scène qui m'a marqué, vous voyez, c'est la scène où elle aime regarder la nuit. Bear la nuit, Ouais. et qu'elle se déplace un peu comme une espèce de marionnette, parce qu'il lui, il utilise un accéléré, en fait, sur elle, ou un ralenti, et c'est juste une économie d'effets spéciaux, mais qui marche trop bien, donc non, je trouve ça fou, vraiment. C'est l'effet qui est bien placé au bon moment, avec la bonne idée aussi. C'est de la super débrouillardise, ne serait-ce que, comme tu dis, au niveau de la lumière, de comment ses yeux ressortent, la scène où elle toque à sa porte pour lui dire, voilà, je suis amoureuse de toi, véritablement, viens, on se met en couple. Tu vois que ses yeux, tu vois pas son visage. Il y a un côté, même à un moment donné, on distingue un petit peu son visage, mais on dirait une vieille momie, on dirait une vieille créature, tu comprends pas trop. Et c'est systématiquement bien dosé, en fait. Je trouve que c'est un très bon film de dosage et aussi un très bon film de direction d'acteur. Voilà. Parce que même au-delà juste de cette actrice, là, Indy Navarrete, même l'acteur principal là, qui joue Bear, en fait, je le trouve autant attendrissant que cringe aussi. Ah oui, clairement. Et c'est très bien mené. Oui, tu disais, c'est le truc du dosage jusqu'à l'explosion finale qui, je trouve, pareil dans le terme d'économie de moyens, etc., fonctionne quand même bien et impactant. Et donc vraiment, ça va petit à petit dans l'inconfort, dans l'angoisse, tout en mêlant bien aussi des éléments un peu comiques parfois. Donc vraiment, non, c'est vraiment très très bien. Et en fait, c'est le point sur lequel j'ai envie de revenir et que tu évoquais un petit peu précédemment. À la réflexion et au revisionnage, je pense que j'apprécierais plus le film. Et j'ai très envie de le revoir. Et j'adore la scène de la brique. Parce que qui est violente, hein, c'est de l'explosion en soi, et en même temps je l'attendais, je la voyais venir, cette séquence très violente, mais en même temps genre l'état dans lequel la scène est avant qu'il se passe la brique, il était trop confortable, cet état là. Je sais pas ce que ça vous a fait comme truc. Oui, c'est une espèce de respiration dans ce stress où tu te mets à la place de Bear et tu te dis bon mec, faut que tu rentres chez toi là, faut que tu rentres et que tu affrontes ta copine quoi. Mais oui, non, mais la scène est ultra gore et c'est l'explosion, oui. Mais ce qui était cool aussi, le côté qu'on parlait du fait que Nikki soit un peu cachée, camouflée, j'ai un peu l'impression que le film veut prendre ce qu'attend Bear et comment il se met un peu une espèce de voile. Il est conscient quand même que là, ce qui se passe, c'est un peu surnaturel, mais lui, il continue de se dire mais non, mais c'est comme ça l'amour, des fois c'est un peu compliqué au début, puis tu vois. Ouais, je sens que le fait qu'elle soit pas forcément trop montrée dans sa folie, c'est aussi une manière un peu de se mettre à sa place, de se dire bon, il met un voile devant lui en fait. Il essaye de... C'est un gars qui a pas les codes de l'amour. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé moi au lycée ou au collège. Genre, tu sais, la timidité, mais quasi maladive, où t'es pas capable de juste admettre que t'aimes quelqu'un. Genre, le moment où elle lui dit non mais est-ce que je te plais, et qu'il est là en mode... Qui répond à côté, quoi, littéralement. Non, genre... Je viens de faire un edit, vous voyez, on met cette scène, il dit ok, enfin, voilà. What if. Ouais, moi, qu'est-ce que ça m'a rappelé Fin de leur amitié, du coup. Oui, plutôt. Non, parce que franchement, pour moi, quand elle lui dit est-ce que je te plais, en vrai, il y a une chance, hein. Ah, bah, en fait, c'est pas qu'il y a une chance, c'est qu'il y a un intérêt mutuel entre les deux. Oui. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas l'amour de sa vie, mais c'est un truc en fait, l'amour est à construire. C'est pas ça arrive pas d'un coup comme ça, tu tombes amoureux et voilà, c'est un truc qui se construit. Donc oui, peut-être que ce serait passé autrement si le mec c'était une grosse friendzone, mais après voilà. Voilà. Puis je trouve que le film est cool parce que ça peut beaucoup parler aux gens, le côté un peu d'être constamment obsédé par l'autre. Tout le monde a vécu quelque chose comme ça, quoi. Soit d'être la personne qui est obsédée par l'autre, soit d'être victime de quelqu'un qui est obsédé par soi. Et après, ça rejoint quelque chose que t'aimes beaucoup en ce moment, Fred. C'est un peu les relations toxiques. Donc vraiment, tu vois, c'est vraiment le film pour toi, quoi. J'adore les relations toxiques. Au cinéma. Au cinéma. Je savais plus ce que j'allais dire sur ce que t'as dit, Fred. Personnellement, ça peut toucher.
Oui. Ah oui, voilà, être amoureux d'une manière mal placée. Parce que tu peux être amoureux, mais genre, il y a un amour raisonnable, je pense. Et celui de Bear, il est débile. Mais les deux, en fait, ils ont. Il est impulsif, t'as l'impression. Enfin, et limite un peu égoïste en faisant son vœu, en fait. Oui, clairement. Donc c'est pour ça que. Oui, mais en vrai, moi, ça me choque pas comme décision, tu vois. Genre, sur un coup de tête, t'es fou amoureux d'une fille. J'aimerais qu'elle m'aime. Oui, non, mais clairement, tout le monde a fait ça. Là, il est bête parce qu'il dit j'aimerais qu'elle m'aime plus que tout. Et plus que tout, ça. Même chose, il a déjà formulé son vœu, quoi. Ouais. J'aimerais qu'elle m'aime. Et par exemple, et en fait, là, je pense à un autre vœu qui est fait dans le film. Oui. Et ça va me permettre d'arriver au point que je préfère même du film. C'est le son. Parce que je trouve que le son dans le film, il est absolument dingue. Et je trouve que la manière dont les cris ressortent, juste les... Oui. Il y a le cri. Bon, après, je peux le dire, le vœu du milliard de dollars. Je trouve que le cri qui va derrière, mais il m'a transpercé, quoi. Et je trouve que de manière générale, genre les petits jeux de coups de poing dans la porte, les jeux de cris, les cris de Nikki sont oufissimes. Ah oui, celui dans le lit, là. Incroyable. C'est le fait aussi de répéter mécaniquement les mêmes choses qui font peur, en fait. Ah, Nikki. J'ai vu que le réal voulait faire une espèce de série. Anthologique, ouais. Ouais, anthologique. Ah oui. Avec en gros des épisodes avec chaque vœu. Et comment ça peut partir en vrille, quoi. C'est pas une mauvaise idée, non. C'est pas une mauvaise idée, hein. Ça pourrait super bien marcher. Hein. Je viens d'avoir une idée de Joker, mais je me dis que c'est nul. Mais en même temps, je peux vous la demander maintenant. C'est quoi le serait- vœu? Ce serait quoi votre vœu? Notre vœu, un truc qui pourrait mal se passer, moi je pense que ce serait un rêve oui, je sais pas, c'est d'être installé dans le cinéma ou un truc, tu vois, genre être un grand réalisateur ou acteur. Mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans la façon dont je formule le vœu? Je pourrais dire, je voudrais que l'acteur le plus adulé Voilà. de l'univers, et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vis plus en fait. Tu finis Robert Pattinson à la période Twilight, tu te fais pourchasser par des hordes de fans. Ouais. J'aimerais que DCP soit le podcast qui fonctionne le mieux du monde. Et qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Je avec voudrais- ce vœu 1 million de followers, bam, 1 million de haters. Ah, c'est pas mal ça. Parce que tu peux avoir 1 million et être détesté. Ouais. Il y a combien de millions Trump? Oula, C'est pas sur un débat politique. Mais en tout cas, ouais, non, je trouve que c'est vraiment un super film. Je suis très content que le film trouve une place dans le paysage horrifique américain. Genre, j'ai vraiment l'impression que le film, là, par rapport à tous les films d'horreur qui sortent cette année, genre, le film il sort un peu de nulle part, mais tout le monde est en train de kiffer, tout le monde est en train de dire, bah ouais, c'est vachement bien. Et c'est l'émergence d'un nouveau réalisateur d'horreur. Ouais, d'un nouveau grand nom, peut-être pas. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais. On verra la suite. J'ai pas à dire de bêtises, mais j'avais cru voir qu'on lui donnait le massacre à la tronçonneuse. Ah oui, il avait une idée pour un massacre à la tronçonneuse. Peut-être. Mais on attend la confirmation. Mais franchement, la génération de films d'horreur qui sort là en ce moment. C'est pour ça que les gens sont un peu en mode un peu. Pas obsessionnel, mais un peu statique. Ouais. Avec notamment Backrooms Mais également. on y reviendra d'ailleurs quand on parlera de Backroom, mais la plupart viennent de YouTube, la Mais plupart même- ne viennent pas du cinéma en fait. Ouais. C'est ça qui est génial. Parce que Evil Dead Burn, le réalisateur aussi, c'est un deuxième film, ça va être une confirmation, on va voir ce qu'il va faire. Ceux qui ont fait Substitution, que tu adores, Oui. bah c'est pareil, tu C'est vois. des mecs de YouTube qui faisaient des vidéos ça. drôles et gore quoi. Mais c'est des nouvelles générations de réalisateurs et réalisatrices d'horreur. Bah même Marty Farja, Dreyer, même du Cournot en son temps. Alors, elles ont plus été dans le circuit traditionnel, tu vas me dire. Je parlais plus du circuit YouTube Américain, d'internet ouais. et qui non mais vraiment le côté même de commencer avec de l'amateur parce que Ouais. là on parle quand même d'obsession, mais le mec on vient de regarder son film, il a fait un fan footage YouTube avec $10 quoi, tu vois. Alors, 800 de dollars de budget, quand même. Ouais. Milliers de séries. le 800 dollars. Ah voilà, $800. Bon bref, c'est pas grand chose, donc c'est fort de se dire putain. Aujourd'hui, quand même, on a une génération qui apprend à faire du cinéma à partir de contenus accessibles à tout le monde. Il n'y a pas d'école de cinéma, il n'y a pas, tu vois. C'est ces gens qui, comme nous, ont grandi avec YouTube et qui ont commencé pas en se disant je vais faire un film et le projeter dans des festivals de courts-métrages. C'est je fais un film, je le mets sur YouTube, à un moment ça va marcher, j'en fais un autre. Et petit à petit, ça devient des films de 5 minutes à 20, à 1 heure. Et un jour, Curry Barker, il a fait un film d'1 heure et maintenant on lui a filé Blumhouse. C'est une bonne transition pour parler d'un autre film, mais on en parlera après. Oui. Est-ce qu'on en a fini avec Obsession, les amis? Je pense que oui. Moi, je conseillerais de le voir et donc même de le revoir parce que ça, je l'ai pas encore fait de le revoir, mais d'en avoir discuté avec vous et puis même de voir au fur et à mesure des jours des nouveaux éléments d'analyse et des nouveaux éléments concrets de mise en scène qui sont révélés par Curry Barker. Ça me donne envie de le revoir et de vraiment m'attarder sur ce que j'ai pu louper pendant le premier visionnage, quoi. Mais je sais que tu l'achèteras en Blu-ray. Oh oui.
Ça fait longtemps que j'achète plus de Blu-ray. Mec, j'achèterai tu un viens Blu-ray. d'acheter plein de Blu-ray, t'as acheté Substitution. C'est vrai. Mais j'ai hâte de voir ce que va devenir Navarrete dans la L'actrice, suite. ouais. Que ce soit dans le circuit de l'horreur, voire même en dehors, peut être sympa. Bah, je pense que, un peu à l'instar de Mickey Madison, ça va être le rôle pivot de, de son début de carrière, et puis on va voir. Hein. Confirmation. $1 million de budget pour ce film, donc encore une fois, on reparle de l'économie de moyens, c'est pas énorme, 1 million de budget. Pour actuellement un box-office mondial à 31,4 millions au moment où on enregistre, dont 23,8 aux États-Unis, donc très bon retour sur investissement pour l'instant, et c'est pas encore fini. Et en ce qui concerne la France, pour sa première semaine qui était celle du 13 au 19 mai, il a fait 207 638 entrées, c'était le premier des nouvelles sorties de la semaine, en étant interdit moins de 16, je tiens à le préciser. Interdit moins de 16. Bah, la scène de la brique. Oui. Et donc, confirmation, on a un japonais qui a d'abord fait un film en stop motion de 30 minutes. Après, il s'est dit, c'est pas assez, je vais faire un film d'1h30. Et maintenant, il a fait un film d'1h40. C'est Takahide Ori. Et ce mec défonce avec Junkhead. Défonce. J'avais adoré Junkhead. Je l'avais vu à un festival et c'était génial. Ce que j'avais appris à l'époque, c'est qu'il avait vraiment fait son film tout seul. Vraiment, il y avait personne qui l'avait aidé. Il avait mis 7 ans à le faire. Ouais. 140 000 prises de vue. C'est dingue. Ce qu'il faut savoir aussi, j'ai vu le petit truc sur internet, je trouve ça encore plus fou, c'est qu'en général, dans l'animation, on va être à du 12 images par seconde. Et ce qu'a voulu faire Ori, c'est qu'il s'est dit, mais moi je vais faire vraiment cet effet un peu vraiment action live action en fait. Et il est passé à 24 images par seconde. Quand on voit Junkhead et Junkworld, c'est du 24 images par seconde fait en stop motion. Et c'est fou. Alors, Junkhead, à l'époque, j'étais en mode assez cool, mais j'avais trouvé le temps un petit peu long. Surtout, c'était un film très d'intérieur, t'étais dans les souterrains, et c'était le bordel. Tu comprenais pas trop ce qui se passe. Alors que Junkworld, je le trouve tellement meilleur et tellement génial. Moi, j'aime peut-être un peu plus Junkhead, même si Ok. j'adore beaucoup Junkworld. Moi, en fait, ce qui m'avait marqué dans le premier film, c'était vraiment tout l'univers qu'il a réussi à construire, quoi. C'est une dystopie, c'est un truc où t'as un bestiaire, mais tellement varié, et c'est quelque chose qui est fort. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que c'est un Japonais qui fait ce film, mais à aucun moment... Alors, si dans certaines choses, on voit que c'est un peu de la culture japonaise, le côté un peu gros mec musclé, ou le fait de flouter certaines parties intimes, il y a un côté un peu japonais, mais je trouve qu'en soi, tout le film, il a un langage qui, en plus, se base sur le gromelot. Le gromelot au théâtre, c'est le fait d'avoir un langage inventé. Et donc, ce qui est cool, c'est que c'est un film qui a un langage hyper universel, en fait, qui peut parler à tout le monde. Et c'est ça que j'avais bien aimé. Et donc, dans Junkworld, je trouve que là, du coup, ça va encore plus loin, parce que déjà, il a un peu plus de budget. Il se fait aider par 6 autres personnes. Il fait du lore. Et ça fait toute la Il différence. fait du lore, effectivement. Il crée du lore à son univers. Oui, mais là, je trouve que le deuxième, du coup, il va plus s'intéresser effectivement au scénario, je trouve. Il va plus écrire dedans. Nouveauté aussi, c'est que là, dans le premier, ce qu'avait fait Ori, c'est que tout ce qu'il faisait, c'était modelé avec de l'argile. Et dans cette suite, avec tout ce qui a évolué dans la technologie, cette fois-ci, il a imprimé des pièces en 3D à partir de modélisation sur Internet. Oui, puis il a fait du fond vert aussi. Enfin, Exactement. tu le vois dans le making-of final du film, à quel point genre, les moyens donnés sont beaucoup plus gros. Mais c'est vrai que, à la différence d'un Junkhead, qui vraiment, tu suis des péripéties, mais peut-être à n'en plus finir, dans Junkworld, vu que c'est plus scripté, c'est plus structuré, il se permet des folies de scénarios, mais qui sont géniales. Et qui en soi est un peu économique, parce que le fait, tu sais, tout le film est basé sur le fait de voir ça du point de vue d'un autre personnage, ou de voir le « et si ça avait été comme ça Oui. ». En soi, techniquement, il va toujours rester dans les mêmes décors, avec les mêmes figurines, donc en soi, c'est hyper intelligent, parce qu'en même temps, il travaille sur le scénario, et en même temps, il reste très économique dans ses décors et ses personnages. Parce qu'en fait, bon, c'est un petit spoil, mais il est question de voyage temporel. Il a levé les yeux au ciel en mode... Non, mais je ne sais pas de quoi parle le film, donc ouais, du coup, non, mais- véritablement... Oui, Alors, j'ai vu la bande-annonce, Junkhead de mais- base, c'est vraiment, t'as un personnage, un être humain, qui en fait, c'est dans le futur, t'apprends que dans notre monde, t'as toute une civilisation qui vit sous terre. Cette espèce de monstres qu'on a créés nous-mêmes, qui sont rebellés, mais qui vivent sous terre. Et en gros, tout le film, c'est vraiment ce personnage qui voyage, qui a une quête, c'est de ramener une espèce de matière pour... Bref, ça, on s'en fout, en fait. Et juste, il voyage et il rencontre plein de monstres, plein de trucs. Et c'est ça, en fait, c'est une dystopie. Ok. Et plus tu avances dans le film, plus le personnage tombe plus bas et continue de découvrir cette civilisation qui est très variée et qui est... Voilà, quoi. Et là, dans la suite, tu vois la surface. Tu vois la surface, ça se passe pas du tout après, ça se passe genre 1000 ans avant, Ouais. 10 000 ans avant, donc il n'y a rien à voir avec le premier. Mais en matière de voyage dans le temps, genre, le film passe son temps à passer de 300 ans après à 100 ans avant à aujourd'hui. Mais toujours, tu suis le truc, ça va. C'est pas trop compliqué à suivre. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que je trouve que lui, comment il travaille en soi, il va pas forcément partir d'un scénario Ori, c'est qu'il va partir de ses décors,
et de ses figurines. Mm. Lui, tout ce qu'il veut, c'est s'amuser. Hein. C'est que il veut construire son décor, il veut construire ses figurines, puis après, il verra, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas comme un film basique où, de base, quand tu fais un film, dans le truc traditionnel, c'est écrit un script, enfin un scénario, ça évolue, puis après, à partir de ça, tu fais ton film. Lui, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que ça se ressent énormément dans la matière, dans ce que tu peux ressentir pendant le film. Et moi, j'adore. Franchement, Et en même temps, c'est drôle. c'est drôle. Oh, j'ai vraiment rigolé. Oui, oui, non, mais clairement. J'avoue, la bande-annonce m'a eu. Ah oui, non, mais c'est Non, drôle. Non. c'est vrai qu'il y a le dernier truc qu'ils mettent dans la bande-annonce. Le... Le voilà, c'est ça, Il exactement. y a un truc qui se passe avant, mec. Il y a Mais, une dégustation de champignons. Ah oui, Mais oui. rien que ça m'a fait un peu rire, tu vois. C'est aussi énormément, c'est très sexuel comme film, Oui. dans le sens où ils vont énormément. Le moment où il lui retire le venin, là. Oui, voilà. En gros, t'as un personnage féminin qui se fait piquer par une créature et t'as l'autre personnage qui est de la race opposée, mais qui est allié, qui va se jeter sur elle et qui va lui aspirer le venin au cou. Et d'un coup, il te met du ralenti et de la musique de saxophone. Et genre, limite, tu mettrais pas le même du waouh. Et genre, c'est trop drôle. C'est très japonais comme humour. Oui, c'est très japonais, ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est drôle à la fois. C'est très. Il est aussi beaucoup dans l'action, dans le combat. Ah ouais. Il y a plein de choses. Eh, mais hyper les cool. créatures, juste les chorégraphies, Mm. je trouve ça génial. Et je vais faire un aveu, les gars. Moi, dans ma vie, j'ai imaginé une saga de science-fiction. Ça ressemble à ça? Mais il y a plein d'idées qui sont réapparues. Genre du transhumanisme, pas du voyage dans le temps, mais des voyages dimensionnels. Et je me suis dit, mais merde, le salaud, il m'a volé des idées. Et ce mec, son premier film, il avait 40 ans. Hein. Ah ouais. Il avait 40 ans, ce mec, il avait jamais fait de film, il avait pas fait d'études, il a rien fait, il a tout appris tout seul. Il Non. était autodidacte par rapport à ça. Il a fait des études, je crois, à la limite, je crois, un peu d'argile, de déco, des trucs comme ça. Mais en tout cas, en voyant le making-of à la fin du film, parce que le générique, il te met factuellement des Ouais, images de le premier tournage. aussi, il faisait ça, ouais. Et tu te rends compte genre, de tous les décors qu'ils ont fait, de tout le travail qu'il y a autour. C'est trop bien. J'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Et je suis dégoûté que ça ne sorte que dans 3 salles à Paris. J'ai galéré pour le voir. Moi, j'étais à Marseille à ce moment-là, il le sortait dans une salle. Oh. Donc j'en ai profité, mais ouais, non, c'est vrai que c'est un film qui a pas beaucoup de copies encore, qui est pas encore assez. Mais dans le monde, j'imagine, de l'animation et de la stop motion, il a quand même un nom. Oui. Et donc tout à l'heure, j'en parlais par rapport à Obsession, c'est qu'en fait, lui aussi, il a commencé vraiment sur YouTube à poster des petits courts-métrages, comme tu disais. T'as dit 30 minutes, mais je crois qu'il avait aussi commencé par du 5 minutes. Hein. Je sais que Jughead 1, donc C'était- avant Jughead qui est sorti au cinéma, ça dure 30 minutes. Voilà, donc tu vois, c'est quelqu'un qui sortait des trucs sur YouTube, ça a marché, voilà. Et par rapport à ces 24 images par seconde, lui, il se filme en fait, il se base sur des vidéos de lui-même, donc il y a plein de trucs, c'est génial, c'est hyper artisanal, moi j'adore. De toute façon, cinéma d'animation, stop motion, et Mais une grande admiration. une grande admiration Et pour puis, cet homme. Et un grand kiff. Trop hâte de voir la suite qui se passera juste après le 1. Ça, c'était confirmé, Ouais. donc trop hâte. Parce que pendant tout le long du film, tu peux te dire, non, mais c'est quoi le lien avec le premier? Bon, il finit par faire le lien, Hmm. de manière un peu Oui, bon. factice, Ouais. mais tout ce que le film te raconte, toutes les aventures qui se passent dans le film, je sais plus comment s'appelle la gamine, la Ablette, Orbette. Je sais plus. hein. Genre, tu sais, celle Le petit hamster chelou là. ouais, mais je l'ai tellement aimé. Oui, Je l'ai aimé. mais c'est plusieurs histoires en une, donc c'est Ouais. cool. Hmm. Voilà, c'est génial. C'est génial. Allez voir Junk World, allez voir Junkhead. Trouvez un moyen de les voir, parce que ouais, c'est c'est trop compliqué, ouais. Hmm. cool. Mais n'allez pas voir Histoire parallèle. Oh, la transition, elle est sévère. Alors, en vrai, Histoire parallèle, je sais pas pourquoi ça m'a trop tenté d'aller le voir. Et depuis longtemps, genre, je sais qu'Asghar Farhadi, vas-y, c'est un super réal. On m'a toujours dit qu'une séparation, c'était dingue. Du coup, j'ai vu une séparation la veille d'aller voir Histoire parallèle, et c'est intéressant. Parce qu'en fait, on dirait que Histoire parallèle, c'est le patchwork raté qu'Asghar Farhadi aurait pu réaliser avant de faire une séparation. Alors que non, c'est une séparation qu'il a fait avant. Et une séparation, c'est tout ce que Histoire parallèle n'arrive pas à accomplir en matière de structure narrative, en matière de développement de personnages. C'est un peu compliqué comment je le dis. Non, non. Non. En c'est fait, sensible. Une séparation, c'est... ça se passe en Iran, c'est un film iranien, mais c'est un film sur des personnages qui agissent, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi ils ont agi comme ça, tu sais pas tous les tenants et aboutissements du film. Et progressivement, en fait, le film va décortiquer un instant clé qui se passe au milieu du film pour développer la personnalité de ces personnages, pour développer la question de la croyance, enfin de croyance en Dieu en Iran. Et plus le film avance, plus le voile se lève et tu comprends pourquoi chaque personnage a agi de cette manière à ce moment clé. Histoire parallèle repose un peu sur ce truc-là, dans le sens où il y a ce personnage d'Isabelle Huppert qui observe ses voisins d'en face et qui écrit une histoire à partir de juste ce qu'elle voit à la fenêtre, mais en soi, elle les voit juste faire leur travail. T'as un mec qui arrive, qui s'occupe d'Isabelle Huppert, qui se dit... qui subtilise en fait son script, qui va voir les voisins d'en face et qui dit « Ouais, c'est moi qui ai fait ce script-là, j'ai écrit ça à partir de votre histoire. » Et les voisins en face sont en mode genre « Ouais, je t'ai qui, toi ?»
Et en fait, pendant tout le film, tu vas regarder donc ce personnage-là qui s'appelle Adam, qui est incarné par Adam Bessa. Tu vas le regarder agir, tu vas dire mais pourquoi t'agis comme ça? Le film ne donne jamais de réponse. Ah. Et en fait, ça va provoquer des agissements chez Pierre Ninet. Et tu te demandes mais pourquoi Pierre Ninet il agit comme ça? C'est débile. Et Vincent Cassel il agit d'une certaine manière. Tu te dis mais pourquoi t'agis comme ça? Ça n'a aucun sens. C'est décousu. Genre c'est vraiment... Pierre Ninet, je comprends pas le renversement du personnage. En gros, il est question au moment de Pierre Ninet qui, ça fait 3 ans que Virginie Efira est la copine de son frangin, et tout à coup, il lit une histoire un petit peu à l'eau de rose autour d'une tromperie, et tout à coup, il se dit oh Virginie Efira, c'est vrai que vas-y, je vais lui sauter dessus, quoi. Et on essaie de te créer de la dramaturgie, et en fait, ça marche pas. Isabelle Huppert, elle est tellement en retrait dans le film, la promo, elle te fait croire quand même que c'est elle le personnage principal. Non, elle écrit son script au début, et puis après... Ouais, c'est un film totalement raté. C'est beaucoup d'esbrouf, quoi, j'ai l'impression. Ouais, et puis pourtant, il y a des petits éclairs, il y a des petites idées, tu vois, tu voudrais que ça marche bien, mais qu'est-ce que c'est long, ça dure 2h20. Tu m'as teasé le début, je trouvais ça intéressant. Que C'est un peu, très intéressant, et puis les 30 premières minutes te construisent un peu une sorte de récit où en fait, t'as Cassel, Efira et Pierre Ninet qui vont incarner l'histoire qu'est en train de s'imaginer Virginie Efira. Non, qui est en train de s'imaginer Isabelle Huppert. Et les 2 heures suivantes vont servir à déconstruire un petit peu et comment en fait la réalité va rejoindre la fiction que Huppert a imaginée, mais pas de manière tout à fait véritable. Quelles conséquences les idées de fiction vont avoir sur la réalité? Et en même temps, le film passe son temps à te dire non mais c'est que de la fiction. Genre en fait le film veut te dire la fiction c'est quand même ouf l'influence que ça peut avoir, et en même temps ce n'est que de la fiction. Et en fait, tu sais pas ce que le film veut dire à la fin. Genre, tu ressors du film, tu te dis, mais c'est quoi ton propos? C'est quoi ton truc? Ça te dit quoi sur la société? Genre, voilà. Bon, par contre, j'étais avec une amie et elle m'a dit, tiens, il y a ma salle de sport. Parce que ça se passe dans les rues de Paris. Du coup, on a rigolé. Ok. Voilà. C'était le seul bon moment du film. Ouais, j'ai vu que le film se fait un peu dézinguer par la critique, par tout le monde en fait. C'est le dodo. Et j'avais un mec dans la salle, je croyais qu'il ronflait, je croyais qu'il était sous respirateur. Non, il avait juste un très gros rhume. Je l'ai entendu pendant les 2h20, j'ai fini par lui donner des mouchoirs, ça n'a rien résolu. Voilà. C'est vraiment On apprécie ton altruisme. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand on n'aime pas un film, on préfère en parler de l'expérience, tu vois, des gens avec nous, des gens dans la salle, le film. Il y a des rats dans le film, il y avait la dame juste à ma droite, elle était en mode « Ah, des rats !» Vraiment, elle a fait « Ah !» Elle a fait comme ça, vraiment le... Ouais. Alors que si elle était elle, elle aurait eu du 4DX. Oui. Voilà. Donc à ma droite j'avais des rats, Ah oui, derrière moi j'avais le mouchoir, et à ma gauche j'avais ma pote qui me disait oh tiens ma salle de sport. Non mais en vrai, en parlant de ça, juste pour faire un tout petit retour sur Obsession, je trouve que Obsession c'est un film qui fonctionne super bien si tu le vois avec beaucoup de gens dans la salle. Ah oui, non mais clairement, parce que c'est des réactions viscérales, Voilà. c'est génial de partager ça. Putain, Donc voilà, et on était nombreux dans la salle d'histoire parallèle, on a tous commencé à dormir. Voilà, donc là aussi c'est très viscéral comme film. Et c'est juste marrant comment Pierre Ninet, il a que 35 ans et dans le film on dirait il en a 45. Il commence à vieillir, hein. C'est de la coke je pense. Pardon. Je pense surtout que c'est le maquillage, mais bref, n'allez pas voir Histoire parallèle. Génial. J'aime bien, on balance des infox sur les stars du Ah cinéma ouais. français. Ouais, C'est ça- chaud, hein. Ça va nous tomber dessus un jour. Fred, Comment c'est vous chaud. savez Ah, mais tu critiques Léal aussi, tu parles des sourds idéales. C'est vrai qu'il y en a. Alors, Bah voilà. En vrai de vrai, j'ai très fort serré des fesses hier en allant au hall. Vraiment, genre quand j'ai entendu parler de l'histoire des punaises de lit, pendant toute la séance, même avant de m'installer, j'étais là en mode... Bon, le gars... il nous reste du temps en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que là, on n'avait que 3 films, on a de la marge, et du coup, j'ai envie de faire un truc que on réserve en général aux DCP Awards. On va pas qu'au cinéma, on regarde aussi des films chez nous qui ne sortent pas en 2026, et donc là, on est quasiment mi-2026, et on a tous vu des films dans notre coin, on a peut-être vu des super films, et voilà, chacun d'entre vous, on va pouvoir parler de 2 films qu'on a vus, comme ça, juste qui nous plaisent. J'aurais aimé 2, mais moi j'en ai qu'un. J'ai regardé en fait tous les films que j'ai découverts depuis le début de l'année, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a un qui est devenu l'un de mes films préférés. Donc je pense que j'en parlerai, mais 2, ouais, ça va être compliqué. Alors, c'est un peu bête que toi, tu me dises que t'en as qu'un, parce que moi, en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'en Non as mais 6. carrément. Alors, mais dans les 6, il y en a je je vais vais faire un choix. Je vais les rassembler en un corpus, enfin, en 2 corpus. En vrai. de genre de film que t'aimes. Non, le premier, en fait, c'est Marcel Pagnol. Ah d'accord. Ah. Parce que j'ai C'est- découvert Marcel Pagnol, et au début, je m'étais dit, vas-y, la trilogie marseillaise, elle est quand même super cool, parce que la trilogie marseillaise, c'est Marius, Fanny et César qui te racontent... c'est une histoire de mœurs, hein, c'est une adaptation de théâtre
qui se passe sur les ports de Marseille, sur Marius, qui est très amoureux de Fanny, mais qui est plus amoureux de la mère encore, et qui est tiraillé entre l'amour qu'il porte pour Fanny et l'amour qu'il porte pour la mère. J'ai adoré. Mais en fait, il y a un film que j'ai encore plus adoré de Marcel Pagnol, c'est La femme du boulanger. Et je pense qu'on a un peu oublié à quel point Marcel Pagnol, c'est un super dialoguiste. Oui, clairement. ça se dit. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a un peu oublié Marcel Pagnol, parce que c'est vrai que c'est très vieux maintenant, mais c'est toujours extrêmement plaisant à regarder, ça dure 2h20, et franchement, ça se regarde comme du petit pain de boulanger. Parce que La femme du boulanger, c'est pareil, c'est une histoire de mœurs. Alors, c'est d'un autre temps, hein, tu vois, c'est les rapports homme-femme, c'est différent. Hein, Oui, c'est... non, mais clairement, on l'accepte quand on regarde un film de Marcel Pagnol ou des films plus vieux. La femme du boulanger, c'est un boulanger qui arrive dans un petit village, il est prêt à faire du pain, sa femme se barre avec avec un des hommes du maire. Le fils du boucher. Non, elle se barre vraiment avec le gars qui s'occupe des chevaux du maire, tu vois. Ok. Et le boulanger, il est complètement désemparé. Et en fait, du coup, il fait plus de pain. Et du coup, t'as tout le village qui s'associe, même les ennemis entre eux s'associent pour retrouver la femme du boulanger pour de nouveau avoir du pain. C'est beau. Et j'adore que l'enjeu du film, ce soit d'avoir du Du pain. pain. Et C'est très français. Hein. En fait, l'enjeu est très, très puéril un peu. Enfin, Oui. c'est pas fou, mais ça cache des questions hyper. de société, tu Voilà, vois. Et quoi. puis, c'est très humain, tu vois. Rému, l'acteur, donc fétiche de Pagnol, il y a une sincérité qui s'en dégage systématiquement. Il est très doux, il est très tendre. Et le personnage qu'il incarne dans la trilogie marseillaise, à savoir César, j'étais triste de le quitter quoi, à la fin de la trilogie. C'est un doux garçon, quoi. T'as envie de l'aimer. Et en même temps, tu les comprends pas parce qu'ils ont tous un accent marseillais de Mabal. Et franchement, du coup, au bout de 10 minutes de Marius, j'ai mis les sous-titres. Ah ouais, à ce point-là. En fait, les films de Pagnol, je les regarde avec des sous-titres. C'est dingue. C'est génial. Voilà. Et ils doivent encore être sur Netflix, hein, donc franchement, foncez. La fille du puisatier aussi, c'est trop bien. Bref. Alors moi, je vais tricher parce que j'ai un film et une série en fait. Bah, c'est très bien. C'est vrai que j'aurais pu. Ça aurait pu être série, il y a pas mal de séries. Ouais. Mais vas-y. Voilà. Donc, juste pour faire court sur le film, parce que Owen en a déjà parlé la dernière fois qu'on a évoqué ce type de film-là, c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Premier film qu'on a vu de l'année. Premier Oui, film qu'on tous avait les de trois, l'année. oui. Le cinéma du premier de l'an a été respecté de mon côté. Et de quelle manière l'année cinéma a commencé pour moi. Parce que vraiment, je vais pas réitérer tout ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que c'est magnifique. Les 3 heures, tu les vois pas passer. Les plans, c'est des putains de tableaux. La lumière est incroyable. Il y a une solitude qui se dégage une solitude qui se dégage de la mise en scène au fur et à mesure du film. C'est exceptionnel. Enfin voilà quoi. Un gros banger. Incroyable. En vrai, en série, une des plus grandes séries que j'ai vues en fait dans ma vie très récemment, Tchernobyl. Ah oui, mais tu moi, l'as rattrapé cette année. Je l'ai pas Ouais. vu encore. Oh, génial, hein. L'intensité de malade, j'ai jamais vu ça. Non, moi j'allais parler d'autre chose. Mais Fred, Mais Fred, oui, vas-y. Oui, bah moi du coup j'ai qu'un film, c'est tout. Moi c'est Alors, je vais le teaser plutôt. L'année dernière, mon film préféré, je crois que j'en avais parlé aussi, on avait fait ça de toute façon, ça avait été My Own Private Idaho. Et j'avais énormément apprécié My Own Private Idaho parce que j'aimais beaucoup le personnage de River Phoenix. Moi, c'est des personnages qui me touchent, des personnages tragiques, des personnages qui... En fait, dans le côté tragique, on le ressent même dans le corps. C'est-à-dire que dans My Own Private Idaho, Phoenix, il fait des crises de narcolepsie, il tombe par terre. Il y a un truc moi, qui me touche beaucoup dans ça. Et j'ai trouvé mon My Own Private Idaho italien cette année. Et c'était La Chimera avec Josh O'Connor. J'ai adoré ce film. Je trouve qu'on retrouve exactement le même personnage très tragique. Dedans, on a un Josh O'Connor, c'est un personnage américain qui va en Italie, qui est très mystérieux, mais Josh O'Connor, il a un vrai... Enfin, c'est sa persona, hein, mais il joue énormément de personnages très, très sales, très dépravés. C'est ça que j'aime beaucoup. Et dans La Chimère, en fait, on suit ce personnage qui a un don, et son métier, un métier très atypique, mais que Owen partage avec moi, fut un temps, pas vraiment, c'est un pilleur de tombes. Et en fait, oui. c'est- Ah bon, vous faites ça à côté On pille des tombes, Owen et moi. non, on n'a jamais fait ça. Non, mais il y a une relation avec la mort dans ce film. Et en fait, on se retrouve, donc c'est en Italie, c'est un film italien, enfin c'est un film de Alice Rohrwacher, et ça se passe en gros dans un village italien du Nord, un peu abandonné, où il y a plus beaucoup d'habitants, où c'est assez pauvre. Et donc ce Josh O'Connor, il vient ici et à aider ses compagnons, il pille des tombes antiques, et en fait, ils parviennent avec les objets qu'ils vont voler dans ces tombes à se faire de l'argent. Et je trouve que c'est un film qui respire. Alors, vous commencez un peu à connaître le genre de film que j'aime, mais ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il y a une énorme liberté dans déjà la langue.
C'est un film qui est à la fois italien, à la fois américain, à la fois français. On a des personnages qui parlent français. C'est un film qui est libre dans le genre. On ne pourrait pas vraiment définir ce qu'est la chimère, quel est le type du genre de film, quoi. C'est un drame, c'est aussi de la comédie, c'est aussi un peu onirique, un peu fantastique. Donc en fait, il y a de tout. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de cinéma. C'est un cinéma qui a aucune règle, en fait. Et donc pendant tout le film, tu as ce personnage qui a un don et qui sent quand il approche d'une tombe. Donc en fait, il l'utilise comme une sorte de baguette de sourcier, vous voyez et c'est hyper bien et vraiment j'adore ce film, c'est hyper beau. Je connais pas très bien Fellini, mais moi j'avais vu Roma de Fellini et il y a une séquence qui est hyper culte, c'est quand on commence à... C'est des personnes dans le film qui ouvrent des anciennes cryptes italiennes, romaines, et en fait en ouvrant ces cryptes avec l'air nouveau, ça détruit tout ce qu'il y avait dans ces cryptes, toutes les peintures, etc. C'est un peu comme ouvrir un appareil argentique à la lumière du jour et voir la pellicule qui se crame. Et dans La Chimère, c'est exactement ça. C'est des hommes qui volent des tombes, qui pillent des tombes pour en vivre, mais en soi, ils détruisent tout ce qu'ils sont en train de voler, puisque dès que tu ouvres ces tombeaux, il y a une espèce de passé qui part en poussière, quoi. Donc c'est très poétique, c'est très beau. Et le film, j'en parlais avec un ami que j'aimerais inviter ici. La photo est incroyable, c'est tourné en pellicule. Les couleurs sont très ternes, c'est génial. Voilà, regardez La Chimère. J'ai vu un film italien sur la mort aussi. Ah. De la morte e della more. Tu connais pas? Non. C'est une comédie italienne où c'est un gardien de cimetière. Sauf qu'en fait, dans ce cimetière-là, petit cimetière communal de village, une fois que tu enterres quelqu'un, il revient la nuit pour... voilà. Et en fait, son travail, c'est non seulement d'enterrer les gens, mais de les réenterrer la nuit suivante. C'est génial qu'ils reviennent. Je veux grave le voir. Voilà, c'est génial. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est quand t'as un film, peut-être c'est comme ça, La Morte de l'Amore. C'est peut-être un truc où le cadre commence, c'est très réaliste, tu vois, c'est très... J'avais dit exactement la même chose dans le DCP avant, mais c'est très réaliste. Et puis après, tu vas sur une thématique hyper fantastique, hyper onirique, et t'arrives à mêler les deux. C'est pour toujours le coup, très étrange, en fait. C'est très fantastique, c'est très drôle. Ouais. Et c'est très barré. C'était années 90, voilà. Mais voilà, en tout cas, La Chimère, j'adore. Est-ce Vraiment, que ça a surpassé My Own Private Eye? En vrai, alors moi, c'est vrai que c'est hyper dur, je trouve, de dire que t'as 5 films préférés. Moi, sur Letterboxd, je change constamment mes films préférés parce qu'en fait, t'en découvres un autre, donc l'autre perd de sa valeur. Et je me suis permis de mettre La Chimère en top 1, quoi. Ah. Tellement ce film m'a marqué, quoi. Il m'a vraiment touché, quoi. Ah ouais, on n'a pas du tout ce même rapport-là. Je pense que tu peux... c'est pour ça que je trouve très bête sur Letterboxd de noter un film. Parce que moi, je me permets de noter des films. Mais je pense que je revois un film, j'ai mis une étoile. Je peux très bien lui mettre un 4 étoiles dans 5 ans. Donc je pense que nos goûts changent avec le temps. Oui. Et les films préférés, c'est compliqué. Un film préféré, pour qu'il s'ancre en toi, c'est soit dès le premier visionnage, il t'a vraiment parlé à un point qui dépasse l'entendement, ou soit c'est une œuvre qui t'accompagne au fil de ta vie et que tu réévalues à chaque fois que tu le revois, quoi. Pour moi, quand je note sur Letterboxd, t'as 4 étoiles. Pour moi, c'est un film magnifique, très bien réalisé, qui est culte, qui est génial. Mais quand je mets 5 étoiles, c'est que le film m'a touché personnellement. Il m'a touché personnellement, il a touché quelque chose en moi qui m'est intime, tu vois. Et j'ai pas la même relation avec ce film qu'une autre personne aura avec ce film. Bien sûr. Pour moi, c'est ça le 5 étoiles. Ok. Allez, à mon tour de parler alors de 2 films en un, parce que c'est des films que j'ai enchaînés vraiment sur 2 jours, il y a une semaine. Du Jackie Chan? Non, des comédies romantiques. Oh. Parce que je suis allé en Bretagne là, me ressourcer, et ma mère elle voulait absolument regarder une comédie romantique qui passait sur TF1, mais qui est en fait une comédie romantique Prime Video. C'est avec Anna Thaoué, c'est l'idée d'être avec toi. Enfin bref, c'est Anna Thaoué qui a 40 ans, elle sort avec une rockstar qui en a 25. C'est nul. Sans déconner, hein. Une comédie romantique Prime Video, c'est nul. Non mais c'est nul parce que genre, pourquoi ils sont amoureux? On a des problèmes avec nos parents. Mais viens-en au fait des et bons donc, films. après, je suis allé regarder des comédies romantiques, voilà, qu'on m'a toujours dit que c'était très bien, histoire de me remonter le moral. Et en fait, j'ai regardé d'abord Quand Harry rencontre Sally, Ah oui. et ensuite j'ai regardé 500 jours ensemble. Et oui. Ah, j'ai toujours pas vu. Et c'est excellent. Et en fait, ce sont 2 films qui non seulement sont des histoires d'amour très sympas à suivre, mais en fait, c'est des films qui décortiquent finalement ce qu'est le couple, ce qu'est la relation garçon-fils, que sont les attentes qu'on peut avoir dans un couple, quels sont les décalages. Et en fait, c'est des super films à regarder qui vont t'apprendre des choses finalement sur ce que c'est simplement d'aimer quelqu'un. Et donc voilà, c'est des films qui sont très drôles. 500 jours ensemble, j'ai un petit coup de cœur en plus parce que ça fourmille de super idées de mise en scène, de super idées juste narratives. Il y a une idée, mais qu'on a vu 1000 fois depuis. C'est Joseph Gordon-Levitt qui est très amoureux d'une fille
qui n'a pas du tout les mêmes attentes, les mêmes rapports, juste au principe de l'amour. Lui, il croit en l'amour véritable, l'âme sœur, et en fait, parce que elle aime les Smiths, et lui aussi, il pense que c'est son âme sœur. Et elle lui dit, moi je t'aime bien, il se passe des choses entre nous, mais genre on n'est pas un couple, on est exclusif, mais vas-y, je t'aime pas, enfin je suis pas amoureuse de toi. Et il se passe inéluctablement une séparation, et c'est pas un spoil, parce que le film s'ouvre sur la séparation, et il y a une séquence où ils se retrouvent, elle l'invite à une soirée, et en fait la scène va se couper en deux, et c'est en split screen, et t'as plan à gauche les attentes, plan à droite la réalité. Et il y a un sens du timing, il y a un sens des détails entre, voilà, lui il va arriver avec un cadeau, et comment elle va réagir. Lui il s'attend à ce qu'il y ait 5 invités, alors qu'en fait il y a plein de gens à cette soirée-là. Lui il s'attend à vivre un moment d'exclusivité avec elle, et en fait dans la réalité il est au coin du balcon en train de boire une bière tout seul. Et c'est génial. Oh, je plus sois, j'adore ce film. Il faut que je le voie, ouais. Tu ne vois pas le temps passer, et j'étais très triste quand le film s'est terminé. J'avais le seum que ça se termine. On peut le dire, t'as mis un 5 étoiles parce que t'es un gros fan de Carla Bruni. Hein? Parce qu'il y a du Carla Bruni dans le film, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai mis 4,5 sur 5. Ok, pourquoi pas 5? Je sais pas, moi. Par contre, j'ai mis 5 sur 5 à Tchernobyl. Ah oui. Mais en fait, Tchernobyl, ça s'est imposé à ma gueule. Genre, c'est en mode, je suis un chef-d'œuvre, bam, claque dans ta gueule. Rien à dire. Bah, quand ça parle de lui-même, quand l'œuvre parle d'elle-même. Ouais. Mais je pense que oui, quand je reverrai 500 jours ensemble, peut-être. En plus, toi qui aimes regarder des films, tu vois, au fil de ta vie, c'est un film qui peut très bien t'accompagner au fil de ta vie. Sur ton rapport au couple, sur juste l'évolution de ton rapport à l'amour. Oui, un bon film comme ça, c'est Love de Gaspard Noé. Tu sais quoi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu 500 jours ensemble, et bah tu m'as donné envie de le revoir parce que c'est vrai que. Moi je veux le découvrir, les Mais mecs. moi aussi, en fait. je veux le revoir. Mais pas tout de suite. Et ben on va regarder ça ensemble en fait. On va regarder d'abord Mors-moi sans hésitation. Mais Jérémy d'abord. Pas le même vibe. Et donc oui, moi l'autre œuvre qui m'a bien marqué cette année pour l'instant en termes de découverte, c'est la saison 2 de Bref. Ah oui. C'est étonnant parce que bon déjà Bref, moi ça m'a accompagné durant mon adolescence où je me suis rematé plusieurs fois la première saison où je trouvais que ça mêlait à la fois un très bon type d'humour qui me parlait énormément tout en étant très pertinent sur la société et sur les crises que tu pouvais avoir en tant que personne. Et je pense que c'était nécessaire d'avoir autant de temps entre les deux saisons, en fait, pour qu'il se passe des choses dans la vie des auteurs, dans la vie de tous les jours, dans la vie du commun des mortels, pour que cette saison 2 soit encore pertinente et encore ancrée tellement dans la réalité que, en fait, c'est pareil, c'est comme tu disais juste avant, tu peux le revoir, je pense, à plusieurs moments de ta vie, que ce soit la saison 1 ou même maintenant la saison 2, je pense que t'en tires des choses différentes. C'est vraiment une introspection à un point où c'est vraiment assez bluffant d'être aussi introspectif, mais autant universel. Ce que permet le format long de ces épisodes-là, c'est de faire des digressions. Ce que je ne pouvais pas forcément se permettre, à part de faire un épisode entier de digression, ils ne pouvaient pas forcément se permettre de faire une séquence de digression avant. Maintenant, ils peuvent se permettre avec ce format long. Et ça fonctionne, en fait. La digression sur toute l'école des tontons, exceptionnelle. Moi, je me suis marré, mais comme pas possible. Donc, encore une fois, Bref 2, c'est comme la première saison, avec les mêmes qualités, tu vois. C'est très drôle, c'est très actuel, très... voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais vraiment une très très bonne une très très bonne série, quoi. Est-ce que la finalité de Bref, ce serait pas d'être un film? Genre la suite, c'est un film. Genre le troisième arc, ce sera un film et ce sera la fin. Après, ce qui me fait peur avec Bref, c'est que comme tu disais, c'est universel, donc on peut s'y attendre un peu à ce qui va se passer dans la suite. La suite, ça va parler de lui en tant que papa. T'as des trucs un peu bons. Est-ce qu'on a envie de voir une suite? Je trouvais que c'était... Moi, déjà, j'avais peur quand il y a eu la suite. J'avais peur que Bref 2, le format long, finalement, je trouvais que ça marchait bien. Je pense que c'est bien qu'on le laisse là où il est, tu vois. Bah, et c'est ce qu'on pensait de la saison 1, hein. Et au final, parce que on n'était pas du tout serein vis-à-vis de cette saison 2, et ils nous ont prouvé le contraire. On n'était pas du tout serein vis-à-vis de ce format, voilà. Et c'est presque si la saison 2, je la préfère pas un peu au premier, parce qu'elle m'a touché en plein cœur. Ah, je préfère la première, tu vois. C'est autre chose. Mais tu vois, je me dis, la saison 2, j'aimerais vraiment la faire découvrir à ma mère. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'elle daignerait regarder la saison 1? Je suis moins sûr. Mais c'était cool, les gars. C'est mon Joker, enfin. C'est enfin mon Joker. Tu l'as attendu depuis combien de temps? Tu l'as attendu depuis un mois? Non, plus que ça, même. Un mois et demi. Est-ce qu'on a enfin le Joker sur les cheveux après tant d'attentes? Non. Non. Ah, merde.
Non, je crois qu'il n'arrivera jamais, ce Joker. Peut-être le jour où j'aurai la calvasse. Ah, Mais c'est pas le cas. ça commence. Hein. Non, j'ai les cheveux gris. Non, là, regarde, tu commences à voir les golfs. Non. J'ai les cheveux salement gris maintenant, mais j'ai pas la calvatie. Alors, T'es très infecté par ça. non. En fait, dernièrement, ah bah tiens, c'est chouette parce que là, je l'ai en visu, ce film-là. Il y a 2 jours, j'ai regardé Bad Boy Bubby, qui est super perché. Et le lendemain, j'ai regardé Junk World, qui est super perché. Et je me dis, en fait, qu'est-ce que Fred adore plus que tout au monde? Et qu'est-ce qui me met souvent de côté? C'est les films bizarres. Tu me touches, mec, pour son Joker, c'est... Voilà. Et je pense que, genre... alors, j'ai écrit un corpus de films bizarres. À ton point de vue. De mon point de vue. Alors, qu'est-ce qu'un film bizarre? Et ben en fait, pour moi, un film bizarre, c'est un film où la plupart du temps, je sais pas où est-ce qu'on en est. Il peut s'être écoulé 30 minutes, il peut s'être écoulé 1h20. Je sais foutrement pas où est-ce qu'on en est, comme par exemple Reflet dans un diamant mort. Pour moi, ça, c'était un film bizarre. Les films bizarres, un peu qu'on connaît tous, ce seraient des trucs comme Orange Mécanique, comme Eraserhead. Qu'est-ce que j'avais noté? Je pense que quand tu dis film bizarre, c'est des films qui s'éloignent du schéma classique, même en termes de scénario, tu sais, d'avoir un objectif, des opposants, un truc où vraiment tu n'arrives pas à voir ce qui va arriver en fait. Mais d'un point de vue esthétique aussi, parce que par exemple Tetsuo, Jérémy, qu'est-ce que Tetsuo, c'était bizarre. Mais moi, j'aime génial. bien. Tetsuo, il va super vite le film, j'ai l'impression Ouais. qu'il est en accéléré en fait. Ouais. Et je me suis dit aussi ces films bizarres, alors là je passe pêle-mêle toutes les idées, hein. Ces films bizarres qui sont en fait des films de rêve éveillé, comme Eraserhead de David Tous les Lynch, films de Lynch en soi. comme aussi un film comme L'échelle de Jacob, que vous avez vu ou pas? Non, j'ai toujours pas vu. Et ben L'échelle de Jacob, c'est littéralement un cauchemar éveillé. Et en fait, c'est un film terrifiant à regarder, et The Wall aussi, un peu un cauchemar éveillé. Et après, je me suis dit aussi des réalisateurs du bizarre. Donc là, David Lynch, c'est un peu celui qu'on a le plus en tête, mais on a aussi des gars comme Yorgos Lanthimos, et on a Quentin Dupieux. J'allais le dire, j'osais pas. Hein, j'ai Est-ce peur que maintenant. Dupieux est un réalisateur du bizarre? Et Avant, est-ce que ouais. son bizarre est pas devenu un peu consensuel? J'adore le mot bizarre, du coup je n'arrête pas de le dire. Mais vous, c'est quoi votre avis sur la bizarrerie du cinéma? La bizarrerie. J'ai peur de me répéter parce que moi, tu me dis bizarre, je pense à des films plus traumatisants. Oui. Mais si je dois aller sur bizarre, j'ai en tête un film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça s'appelait Fried Barry. Et c'était un mec, un crackhead de Los Angeles, qui en fait se fait capturer par des extraterrestres. Et on comprend qu'il le possède, qu'il rentre en lui, il le relance sur Terre. Et pendant tout le film, c'est une espèce de personnage qui a plus de conscience en fait, qui est vraiment totalement à l'ouest, et qui voyage dans tout Los Angeles, et qui fait que des trucs bizarres en fait avec tout le monde. Et je trouve que c'est bien le genre de film un peu bizarre, ça peut être ça, tu vois, des films un peu comme dans Junk World, c'est que tu as un personnage qui a aucune intention, qui a aucun but, et qui se laisse happer par l'univers autour de lui. Le bizarre, c'est ça dans Junk World, c'est la dystopie, c'est l'univers dans lequel se trouve le personnage, c'est pas forcément le personnage qui a un but. Le fait d'avoir un personnage qui est complètement victime de ce qui se passe dans le monde, c'est aussi le cas dans ma saga de science-fiction. Ah ouais, bah Oui. tu vois, bah voilà, tu as créé des trucs bizarres. Non mais je pensais que tu allais dire même dans Boys the Fred. Oui. Boys the Fred, ça, c'en est il un. a un objectif, c'est de rejoindre sa mère, mais en soi, il a aucune matière en lui, quoi. Tu vois, et je trouve que le bizarre peut être bien dans ce cas-là. Je sais pas si vous avez des films où c'est un personnage qui est victime de ce qui lui arrive, en fait. C'est qu'il a aucun but, aucun. Bah, Tetsuo, en Une vrai. errance, ouais, une sorte d'errance. Mais voilà, Fried Barry, c'était ça. Et c'était assez drôle comme film, vraiment, mais du n'importe quoi. Parce qu'en fait, vous citez plein d'exemples, et moi j'ai l'impression que là, on est en train de dire ouais, ça c'est bizarre, mais je vois pas de fil connecteur, entre les différents films que vous dites. Bah, il y a Bah, tellement de ça- manières d'avoir un film bizarre en fait, c'est que ça soit donc l'esthétique comme on l'a dit, le réveiller, le fait que le personnage n'ait pas de but clair en fait. Ne Et donc serait-ce il n'y a pas que- de scénario clair. Ne serait-ce que Japon, Haosu. Ah ouais, Ah ouais, c'est vrai que là. ouais. Aosu, c'était vraiment le mec qui s'est amusé juste avec les décors à faire du n'importe quoi et c'était mais fou quoi. Mais par exemple, moi, je dirais de bizarre quelque chose qui est aussi imprévisible, mais imprévisible presque dans le n'importe quoi. Par exemple, un film bizarre comme The Bride, que moi j'aime bien, c'est vrai que cette séquence de comédie musicale, elle est au cœur même de ce que je dis, tu vois. C'est quelque chose genre, qui n'a pas de raison d'être là. Le film pourrait exister sans, mais quelque part, c'est là. Et ça prend énormément de place, à la fois dans la durée du film, mais dans ton esprit quand tu en ressors. Et est-ce que, ouais, par exemple, vous avez d'autres exemples de films comme ça où il y a une séquence
Bah, qui comme la prend séquence. trop de place peut-être, qui est indépendante du film. Ouais. Bah, ça c'est pas en plein milieu du film, mais ce serait, on va sur des réels connus, mais genre Gaspard Noé avec Climax, Mhm. où en fait la moitié du film c'est de la danse. Ouais. C'est des gens qui dansent, qui jouent, qui font de la tectonique. Enfin, je dis ça, bon, c'est pas de la tectonique, mais bon, bref. Et tu commences le film, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Gaspard Noé? Normalement, tu me montres des trucs flippants, des trucs choquants. Là, c'est vraiment que des gens qui dansent, et t'es presque en fait, c'est une espèce de clip. Mhm. Donc ça peut être un peu étrange quand tu lances un film comme ça. Ah zut, je sens que je n'inspire. Si, J'inspire peu, mon ami Jérémy. Non, mais on va s'aider un peu de Letterboxd. Ouais, parce que là. Voilà. Non, un film bizarre, ça peut être aussi, tu vois, tu parles d'une séquence qui est forte. On peut être sur un film en vue réelle et d'un coup qui passe en animation, peut-être. Ça peut être cool, ça. Mais par exemple, donc j'en viens à ce film que j'ai vu il y a il y a 2 jours, Bad Boy Bubby, qui est un film australien dans lequel un garçon, depuis sa naissance jusqu'à ses 35 ans, est séquestré par sa mère, qui lui dit « Ne va pas dehors, l'air est empoisonné », qui s'en sert d'ailleurs comme objet sexuel. Et le père de Bubby réapparaît, ça fout le bordel. Bubby finit par tuer ses parents, sort et découvre la société. Il erre un peu partout et il trouve refuge chez un groupe de rock. Et il se retrouve à faire de la musique sur scène et à utiliser toutes les insultes qu'il connaît pour jouer sur scène. Alors que c'est un gamin dans sa tête. Et je me suis dit pendant le film, ça ferait une super adaptation d'album concept de rock à la The Wall ou à la Tommy. Sauf que c'en est pas un. Et du coup, c'est un film, genre j'ai l'impression qu'il essaye d'être ce qu'il ne peut pas être par essence. Et je trouve ça super intéressant parce que finalement, le film, en tant que tel, esthétiquement parlant, il est pas bizarre. Il est vachement tourné dans les rues d'Australie. Genre, le gars a une tête un petit peu bizarre, mais ça s'arrête là. Et c'est juste. C'est un film, genre, il a pas. Il lui manque un truc, presque. Ouais, je vois. Moi, ça me fait penser plus. Bah, du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé le film. Better Man, qui est bizarre dans le sens même original, le fait de mettre un singe, etc. Mais qui, du coup, dans le scénario, reste assez... Bon, alors, c'est l'avis de Williams, mais qui est très plan, quoi, qui est très... Bon, on voit un peu le truc arriver. C'est ça qui m'avait déçu, c'est que j'aimais tellement l'idée du film que dans le scénario, j'étais un peu en mode bon. Mais le film en avait conscience. Et le film le dit lui-même à un moment donné, genre, j'ai l'impression de me créer des problèmes à moi-même, alors que je devrais aller bien. Alors, film bizarre, j'en ai un. Et pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est la manière de regarder ce film. Baby Invasion de Harmony Korine. Alors, Harmony Korine, oh là là. Ce mec, j'adore parce qu'il plus il va faire des films, plus il va essayer de réfléchir à la manière dont il va le diffuser. Ce film, je l'ai vu au Silencio, le bar, la boîte de nuit qui a été l'architecture qui a été faite par David Lynch à Paris. Et en fait, il y avait une espèce de DJ set avec Harmony Korine qui était venu passer, mixer, etc. Et dans une salle, pendant la soirée, il y avait Baby Invasion qui passait en boucle. Et Baby Invasion, c'est une espèce de film qui est mêlé à du live, à du jeu vidéo. En gros, c'est des personnages qui ont des têtes en IA de bébés et qui rentrent dans une villa et qui braquent des gens, mais on n'entend rien, il y a de la musique par-dessus, il y a plein d'icônes pixelisées qui apparaissent à l'écran comme une espèce de live, on dirait vraiment une espèce de esthétique un peu japonaise hyper bizarre. Et tout le film, c'est ça, il n'y a pas vraiment une ligne directrice, t'entends rien, il n'y a pas de... Tu vois, et ça, c'est un film hyper bizarre, c'est même plus un film, c'est un truc hybride en fait. Et je pense que le côté de faire du cinéma hybride, ça peut être hyper bizarre. Harmony Korine, c'est que ça. Hein. Il avait fait son film Agrodrift, qui était entièrement en caméra thermique, et qui était une espèce de film... Alors, Korine, non mais c'était une espèce de film un peu à la... Il adore Terrence Malick, Korine, mais un personnage qui était en quête de quelque chose, et qui rencontrait le diable, et donc il y avait des effets spéciaux en caméra thermique. Dedans, t'avais un rappeur américain, enfin bref, what the fuck. Et un autre truc qu'il a voulu faire, et qui s'est pas fait, et qui aurait été hyper génial, c'est qu'il a fait un film qui s'appelle Trash Humpers, où c'est une espèce de fun footage, où t'as des personnages qui mettent des masques de personnes âgées, et qui font rien, en fait, qui font des trucs hyper bizarres dans la ville. Et de base, le principe de Korine pour ce film, c'était de filmer sur des cassettes, mais plusieurs cassettes séparées, et de les éparpiller à des brocantes au hasard. Et que les gens peu à peu récupèrent les films et fassent le film en... Et le reconstituent. Donc le côté bizarre, mais Korine, de toute façon, je pense qu'on va sur Korine, on va sur Larry Clark, j'arrête pas d'en parler, mais c'est des réals qui sont tellement chelous, quoi. Et qui ont une manière, je pense, diffuser un film d'une manière différente, qui peut être bizarre, qui peut être mal interprété. J'ai pas d'idée. Bah moi, ça m'inspire. Je suis désolé, en fait, mince. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je vois pas de fil conducteur entre les différents films que vous évoquez, et donc du coup j'ai l'impression que n'importe quel film, si tu le prends sous un certain angle, il pourrait être bizarre. Donc c'est ça qui chacun, est beau. chacun. Bah Mandico, voilà. Ouais. Mandico, il sort Roma Elastica, on peut en parler. C'est quand même un réel qui va, je pense, bientôt percer.
Mandico, il vient, lui, il a une manière très méta de faire des films. Dans ses films, il a toujours montré le créateur lui-même qui crée le film. Il met sa femme dans tous ses films. Ils sont tout le temps en train de collaborer ensemble. Et lui, c'est une esthétique hyper gore, toi, on avait vu After Blue tous les deux. Oui. C'est hyper plastique. Il n'y a aucun effet spéciaux fait numériquement. En fait, tout est fait sur le tournage. Et c'est génial. Et c'est hyper. C'est très sensoriel. Très sensoriel comme cinéma. Mais ça me touche pas, ça me parle pas. Ah, lui, il déteste. C'est vrai qu'il a. Ouais. J'ai imité quelqu'un, vous avez pas compris. Bah si, j'ai compris, mais j'ai juste pas réagi. Je vais pas réagir à chaque fois que tu fais référence à moi quand même. Parce que... Mais non, il vient de l'animation. À la Mandico. limite, il y a un truc qui vient de repoper dans mon esprit parce que, en termes de synopsis bizarre, tu vois, genre un film qui va ressortir au cinéma cet été d'un réalisateur dont j'ai pas vu toute la filmo, mais que j'adore sur le peu film que j'ai vu, c'est S.S. Rajamouli, cinéaste indien, du coup qui va avoir une rétrospective à la Cinémathèque d'ailleurs française au mois de juin. Je vous invite à aller s'il y a encore des places pour certains films, notamment Triple R. Et en fait, il y a une ressortie également donc de Triple R cet été, mais également d'un autre film de S.S. Rajamouli, Eiga, La Mouche Vengeresse. Et en fait, c'est l'histoire d'un Mouche mec... Vengeresse. Ouais. C'est l'histoire d'un mec du coup qui va se faire tuer, je crois, apparemment, et pour se venger, parce qu'apparemment ils ont kidnappé sa femme ou sa copine, je sais pas si c'est sa femme spécifiquement, mais il va se réincarner en mouche. Et donc le pitch est assez bizarre de base, et je pense que, connaissant Rajamouli et ce qu'il a fait avec Triple R ou même Bahubali, ça peut être pas mal, tu vois, mais c'est juste cette bizarrerie d'idée, tu vois. Je vois ce qu'il veut dire, Jérém, c'est que c'est tellement large, j'ai envie de te parler de plein d'autres films là. Oui. Là, j'ai envie de parler de Bruno Dumont avec L'Empire. Oui. Le mec te fait une espèce de film de SF avec des effets spéciaux hyper bizarres dans le nord de la France. Je vois un autre film, alors là, c'est plus forcément dans l'esthétique, mais c'est dans la forme qui est hyper forte. C'est Une famille de Christine Angot, où elle te prend une caméra, elle rentre par réflexion chez des gens pour te parler de ce qui lui est arrivé dans sa vie à elle. Et c'est un film qui est hyper direct en fait. Et Qui, en pour fait- le coup, est tellement direct, te semble étrange. Mais en fait, ça en fait des films très uniques Oui, en oui, soi, et très savoureux à leur manière, et comme aucun autre film. Et pour moi, le maître étalon de tout cela, c'est The Room de Tommy Wiseau. Ah bah oui. C'est Oui. genre... Alors The Room détient sa bizarrerie en la personne de Tommy Wiseau, et Tommy Wiseau est aussi bizarre qu'il est absolument l'essence même de The Room, parce que tout dans The Room n'est absolument que lui. C'est lui qui a fait les dialogues, c'est lui qui a qui est devant la caméra, mais qui est aussi qui la dirige, qui fait le montage, qui fait tout. Et c'est merveilleux The Room, parce que le gars est tellement perché et tellement bizarre que c'est génial. Et moi j'adore The Room. Genre c'est un film, j'ai tellement envie de le revoir, mais en même temps j'ai tellement pas envie de le revoir. Genre c'est un truc à voir entre potes. il a une saveur qu'aucun autre film ne peut avoir, mais comme tous ces films qu'on a cités précédemment, ils ont vraiment une saveur qui leur est unique. Ah oui, clairement. Et c'est sur ça que je conclurai, moi, personnellement, les amis. Sauf si, Fred, dans ta frénésie folle, tu souhaites nous trouver 1000 autres films bizarres Une qui te dernière viennent. chose, parce que j'aimerais beaucoup me le remater en ce moment. Alors, c'est pas un film, mais ça a été réassemblé en un seul film. C'était une web-série qui s'appelait Interface. C'est une série qui a été créée par Justin Tomchuk, c'est un Américain. Et en fait, le concept, c'est c'était une web-série sur YouTube, et c'est une espèce de personnage qui s'est réincarné dans un corps de clown élastique qui peut se transformer en n'importe quoi, et qui accompagne un autre personnage qui est un peu déprimé, qui recherche sa femme ou sa fille qui a été capturée par un vaisseau alien. Bref, c'est de l'animation pixelisée. Et ce que j'avais adoré, c'est que le mec, en fait, il s'est amusé sur plusieurs années à sortir des petits épisodes à chaque fois. Il y a une ambiance hyper bizarre, c'est très lynchien, je dirais, dans la musique. Et c'est hyper bizarre, très liminal space aussi sur certains aspects. Il y a un truc très, très louche. Et t'as ce clown qui a un sourire hyper appuyé, qui l'accompagne, mais en même temps, il est hyper flippant. Comment il s'appelle, tu dis ? La web-série, c'est Interface. Moi, je l'avais vu au Forum des Images. Il y avait une espèce de séance spéciale où ils avaient tout réuni. Sur YouTube, tu peux trouver, en gros, c'est un mec qui l'a ressorti avec l'effet VHS. Et c'est hyper étrange. La musique a énormément d'importance dans la web-série. Et c'est génial. Et c'est tellement chelou. Mais j'adore. Moi, j'adore parce que c'est de l'animation, parce que c'est fait à la main, parce que c'est un mec qui a commencé, comme on le disait, sur YouTube. Mais à la fin, ça prend une envergure, mais qui est folle. Et je pense que ça te plairait, Owen. Même Jérém, en vrai. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est son dans le... Je le rapproche énormément de Lynch. Pour le coup, pour moi, c'est presque la même chose niveau musique. Et non, vraiment, c'est génial. Ok.
Bah, c'est sur cette dernière recommandation qu'on va conclure le Joker, les amis. Il va falloir que je fasse quelque chose que je n'ai pas fait depuis si longtemps. Donnez le Joker. Donner le Joker. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Bah, c'est moi, je l'ai pas eu depuis longtemps. Mais Je l'ai eu aucun- peut-être en 2025. Il se peut Il se peut. que je l'ai eu en 2025, le Joker, pas en 2026. Ok. Je pense que tu as déjà eu. Alors tiens, le voilà. Il est à toi. Si on prend un invité, je lui donne pas. J'avoue. Ah, par contre, il faut qu'on annonce un truc. C'est que notre ami Julien, Oui, alors, ne revient pas dans un épisode ni dans 2. Il revient dans 3 épisodes. dans 3 épisodes, dans longtemps. Mais il revient. Ouais. Il revient pour la fin de la saison. Il n'a pas disparu. Alors, fake news, je débunk immédiatement ton information parce que Julien va te renvoyer un message à l'instant pendant qu'on enregistrait. Donc, il revient dès l'émission prochaine, en fait. Oh Et bah, Et si on lui Merci. filait le Joker? Et si on lui fait... En vrai, si on lui filait le Joker, le pauvre. Bah ouais, quand Moi, même. je l'ai pas eu depuis longtemps, le Joker. Je préfère, je le précise. Non, mais on lui file, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, il est à toi. Heureusement que je lis les messages que Julien envoie. Des bisous. Bisous. Salut. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de streaming, sur YouTube, sur Spotify. Si vous aimez, vous commentez, vous envoyez yo. Yo. Ouais. Moi aussi. Salut. Salut.